Bien. Alors, je vais essayer de parler. Il y a un problème ici, c'est qu'il fait chaud et un peu trop chaud pour l'ordinateur. De temps en temps, il nous fait des farces. Bon, je me suis intéressé au problème du coronavirus parce que on avait travaillé avec Norbert très sérieusement pour le défi climatique. Et ce qui était essentiel dans le défi climatique, c'est l'utilisation de la peur. Et dans le coronavirus, c'est exactement ce qui s'est passé. Faire peur au public. Alors, dans le coronavirus, les gens qui ont fait cette peur, c'était des gens qui paraissaient très sérieux, des gens une organisation internationale, et ils ont lancé des projections à 20, 30, 50, 80 ans. Toutes ces projections étaient catastrophiques. Et ils disaient, non, mais pour pouvoir en sortir, vous allez faire ce qu'on va vous dire, etc., etc. Et on s'est rendu compte que tout ça n'était pas fondé scientifiquement. C'est très important de comprendre. Il n'y avait aucun fondement scientifique pour ces projections et pour cette manipulation de population. Eh bien, je me suis posé la question si jamais on n'avait pas le même problème au niveau du coronavirus. Et pour ça, j'ai commencé par réfléchir à trois questions. Première question, est-ce que le coronavirus est une simple grippe ou est-ce que c'est une pandémie considérable, mondiale, comme celle que nous avons connue? Enfin, moi, je ne l'ai pas connue quand je n'étais pas né, mais en 1918-1919, la grippe espagnole, qui avait entraîné des décès de l'ordre de 2 à 5% de la population. Alors, première chose, le Covid-19 est une maladie plus grave qu'une grippe quelconque. Il y a des gens qui ont dit que c'était une simple grippe. Ce n'est pas vrai. Elle est à peu près 3 fois plus grave par le nombre de décès, mais aussi par le fait que les patients passent par une période où ils risquent d'avoir des problèmes de respiration extrêmement aigus. Donc, ce n'est pas une grippe. Mais, grosso modo, il y a eu à peu près, dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, 3 millions de morts. 3 millions de morts, et peut-être que, étant donné que malheureusement, un certain nombre de pays sont loin d'avoir fini leur vaccination, on pourrait atteindre 6 millions ou 7 millions de morts. Et ça va durer encore au moins un an, si ce n'est pas plus. Eh bien, pour 7 millions de morts, ça fait 1 pour 1000. Et que nous ne sommes pas du tout dans la situation de la grippe espagnole. Et il y a un certain nombre de gens, j'ai entendu en Israël, j'ai entendu en France aussi, qui ont annoncé qu'il allait y avoir des millions et des millions de morts. Ce n'est pas vrai. C'est une maladie sérieuse, mais ce n'est pas une maladie de niveau de la grippe espagnole. La deuxième question que je me suis posée, pourquoi est-ce que la peur est utilisée de façon aussi excessive? Ben, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le cauchemar italien. Le cauchemar italien a commencé le 30 janvier 2020 avec l'arrivée de touristes de Chine, de la région du Wuhan, où a commencé cette pandémie. Et ce qui s'est produit, c'est que il y a eu une situation dans laquelle tous les équipements hospitaliers de l'Italie ont été complètement saturés. Et pour pouvoir, par exemple, fournir de l'oxygène à ceux qui ont du mal à respirer, ben, il faut leur fournir cet oxygène dans leur voiture. C'est vraiment une situation terrible. Il y a eu beaucoup de morts. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart des États, des pays développés, leur problème principal, c'est de ne pas arriver au cauchemar italien. Or, les équipements
hospitalier, le personnel hospitalier, tout ce qui permettait de faire face à un problème comme celui-ci, n'avait pas été agrandi ni modernisé dans la plupart des pays dans les 10 dernières années. Donc le problème était celui-ci. Suivre de très très près le nombre de personnes hospitalisées et chercher immédiatement qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que ce nombre arrive à saturation. Eh bien, les conseils qu'ils ont eus de la part de l'OMS, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que l'OMS est dirigée par M. Tedros Adhanom, un homme communiste, très proche de la Chine. Ce sont les conseils de gouvernement sanitaire, c'est-à-dire confiner, 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 entre guillemets, quel qu'en soit le prix, même si cela entraîne des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes de tout genre. Il faut confiner parce que si on ne confine pas, on va arriver au cauchemar italien. Alors le problème, à partir de là, malheureusement, il y a eu une politique qui a pris comme objectif de mesurer en permanence le nombre de personnes hospitalisées, bien sûr les morts aussi, et en fonction de ça, de gérer le confinement. J'appelle cette politique une politique de bribouille parce que, en fait, il n'a pas été fait, en dehors de très peu de pays, un peu en Israël, de gros efforts pour chercher à ne pas à réduire la contamination tout en gardant, par exemple, l'économie à un niveau élémentaire, les échanges entre les gens, etc. Et je prends comme exemple la Suède. La Suède est un pays dans lequel elle a fait le choix de ne pas adopter de mesures contraignantes. Et en fin de compte, le nombre de décès pour 100 000 habitants dans la Suède jusqu'en février, avril ou mars était de l'ordre de 125, en France 121. Et aujourd'hui, le nombre en Suède est de 138, en France c'est 150. La Suède n'a pas appliqué une politique aveugle de confinement généralisé et surtout, elle n'a pas entraîné des catastrophes au niveau économique et au niveau social. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire quelque chose. Je dis qu'il fallait faire sur quelque chose intelligemment. Or, il s'est produit un phénomène, c'est d'ailleurs le même phénomène qui s'est produit pour le défi climatique, c'est-à-dire que brutalement, un gouvernement qui était considéré comme sérieux dans la mesure où il avait déconseillé de tous les aspects de développement du pays, économique, social, sanitaire, etc., éducation, etc., brutalement, il a donné la priorité à un aspect, celui de ne pas arriver à la saturation sanitaire. Et vraiment, c'est très marrant parce qu'à un moment donné, il y a eu des phrases du genre « quoi qu'il en coûte ». Et il y a eu des intellectuels qui ont dit « c'est très dangereux d'utiliser des mots comme ça ». Bon, alors, je voudrais quand même maintenant essayer de parler sérieusement des conséquences sur le plan sanitaire de la pandémie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a multiplié les paramètres, on a changé en cours de route la façon de les mesurer. Par exemple, on dit, voilà, il y a eu tant de personnes contaminées, mais ça a été fait sur un dépistage de tant de personnes vérifiées. Mais ce tant de personnes vérifiées, personne ne vous dit si ça a été les gens qui sont venus à l'hôpital, si ça a été un sondage, en quoi c'est représentatif, etc. Le lendemain, on change le nombre de personnes vérifiées.
tout ça, c'est fait pour créer la confusion. Il n'y a qu'un seul critère qui est sérieux, c'est le nombre de décès. Le nombre de décès est sérieux. Si, par exemple, vous avez, je ne sais pas, par exemple, en Belgique, 188 décès pour 100 000 habitants et que vous avez en Israël 64, ben, c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal géré ou qui pourrait être mieux géré. Et ce nombre de décès n'a pas été mis en avant. Ça n'a pas été le critère principal. C'est bien dommage. Parce que, par exemple, je vais prendre maintenant un autre exemple, c'est le problème de l'expérimentation médicale. La médecine n'est pas une science. Ceux qui croient que la médecine est une science se trompent complètement. La médecine ce sont des connaissances très sérieuses qui ont été développées par l'expérimentation, par l'observation et qui ont été codifiées par des protocoles. Maintenant, le professeur Raoult a écrit une chose intéressante. Il a dit, voilà, avec le temps, on écrira l'histoire de cette maladie en 10 ans. À l'époque, ils étaient fous. Au lieu de soigner les gens, il leur disait de rester chez eux sans se soigner. Et c'est l'une des choses les plus étranges de l'histoire moderne. En fait, ce qu'il disait, c'est que face à des problèmes, disons, dans lesquels il n'y a pas de solution, des cas paraissant désespérés, il avait essayé d'autres médications. Et certaines médications avaient été utiles, d'autres non. Je vais vous dire que tout le système médical israélien est fondé là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un arrive à un stade où il risque de décéder, bien avant la pandémie, on demandait aux jeunes et aux soldats de fournir leur sang pour lui donner un push de pouvoir qu'il se remette. Et après, au cours de la pandémie, on a tiré du sang de la part de malades qui avaient survécu parce qu'ils avaient des anticorps pour les introduire dans des malades qui n'avaient pas d'anticorps. Mais on n'a pas fait que ça. On a multiplié des essais de médicaments différents. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles le nombre de morts est plus faible. Parce que la mort, le décès, c'est l'échec. Je vais vous dire une autre histoire que j'ai connue sur le plan personnel. J'avais eu un problème d'épaule démise. Toutes les solutions du protocole ne marchaient pas. Et on m'avait annoncé clairement que j'allais être à quelqu'un qui n'aurait pas pu, qui ne pourrait pas s'habiller tout seul, qui ne pourrait pas se doucher tout seul, etc., etc., parce que les solutions prévues pour pouvoir remettre les postes à place ne marchaient pas. Eh bien, j'ai fait ce qu'on fait en Israël. Je suis allé voir un autre spécialiste qui m'a dit le problème, c'est ce qu'ils font entraîne l'atrophie du biceps qui ne réagit pas quand il a besoin que l'épaule revienne à sa place. Il a demandé l'autorisation de faire le travail autrement. Le médecin qui me traitait, qui savait qu'il n'y avait aucune chance que ça marche, la solution suivant le protocole a marché. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas un handicapé. Et ça a été fait en Israël. Mais par contre, personne n'a voulu écrire cela parce qu'on avait été sorti du protocole. Mais je dis ceci parce que, attention, la médecine n'est pas une science. Et il faut faire tout le temps des essais. Bien entendu, il ne faut pas faire des essais qui entraînent des maladies ou des difficultés. Par exemple, il faut prendre, si possible, des médications qui ont déjà été acceptées. Et là, je voudrais vous dire, par exemple,
qu'il y a eu, durant cette pandémie, des médications extrêmement intéressantes, qui sont souvent des médications qui ont été faites à partir d'utilisation de travaux qui ont été faits pour autre chose. Pour des raisons inattendues, elles n'ont pas systématiquement été utilisées. Une des raisons, c'est qu'à la tête de l'État se trouvaient des responsables de la médecine du pays qui n'étaient pas d'accord. Heureusement qu'en Israël, ils étaient d'accord. Je tiens à le dire parce que si vous lisez ma conférence, il y en a une dizaine. Elles ne sont pas toutes, disons, efficaces à 100%. Mais par exemple, dans un cas, sur 30 personnes qui étaient quasiment condamnées à mort, 28 ont été sauvées. Dans un autre cas, il y a sur 16, 14 ont été sauvés. Ça ne veut pas dire que pour les autres, ça va être pareil, mais on essaye. Quand on a quelqu'un qui risque de mourir, on ne reste pas les bras croisés en disant, suivant le protocole, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible. Et ça, je crois que c'est très important à comprendre parce que pour une raison très simple, nous n'avons pas fini avec les pandémies. Personne ne sait exactement pourquoi la pandémie de Wuhan est sortie. Est-ce que c'était involontaire? Est-ce que c'était un accident? Ou est-ce que c'était un essai? Personne ne sait si jamais un pays comme l'Iran ou un autre pays ne va pas lancer d'autres virus. Et il faut être prêt à pouvoir lutter contre ce genre de problème. Je voudrais maintenant essayer de donner des informations concernant la différence qu'il y a entre le problème des maladies de virus et les maladies bactériennes. Les maladies bactériennes peuvent être très dangereuses. Par exemple, aujourd'hui, la tuberculose tue dans le monde entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Le coronavirus a tué 3 millions, il n'y a pas une très grande différence. Le problème, c'est que tout ce qui est bactérien peut être traité avec des antibiotiques. Pour les virus, ce n'est pas possible. Et là, il y a une chose très intéressante à comprendre, c'est que le virus du coronavirus comporte deux parties. Une partie, un noyau vivant qui comporte ses gènes, et une sorte de couronne, protéine, qui est essentielle parce que c'est grâce à cette couronne que le virus, qui n'est pas un être vivant, hein, qui est un être, disons, qui vit au travers, comme un parasite, peut toucher la cellule vivante. Pourquoi c'est essentiel à comprendre ceci? Parce que les gens qui ont créé les vaccins ARN messagers ont été géniaux. Ils ont dit, on ne va pas chercher encore une fois à savoir comment créer un virus affaibli pour pouvoir en faire un vaccin. On va simplement créer une sorte de couronne, le bras du virus, une protéine qui, elle, n'est pas dangereuse, et on va faire en sorte que le corps crée des anticorps contre cette protéine et ainsi ne permet pas au virus de toucher les cellules. Pourquoi c'est une révolution? À partir de là, on peut traiter des maladies jamais traitées. On peut traiter le cancer, on peut traiter le sida, etc. Parce qu'on ne cherche plus à essayer de créer une sorte de virus ou une sorte d'agent infectieux affaibli. On n'est pas arrivé encore pour ces maladies. Par contre, chercher le bras qui permet au virus de pouvoir infecter d'autres cellules, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, maintenant, je voudrais parler de problèmes concernant
la sortie du tunnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du tunnel? Eh bien, la première chose à dire, c'est que tant qu'on n'aura pas fini la vaccination et qu'on ne sera pas arrivé à une immunité collective, mais on ne sortira pas du tunnel. Et le nombre de décès va augmenter et brutalement, on va se rendre compte qu'il y a de nouvelles variantes, que les virus qu'on pouvait traiter d'une certaine façon pourraient traiter autrement, et ça va durer. C'est pour ça que Israël a fait le choix d'acheter des vaccins extrêmement chers. Le Pfizer est beaucoup plus cher que l'AstraZeneca et qui nécessite une mise en fonctionnement, une mise en œuvre extrêmement compliquée parce qu'il faut le stocker à moins 80 degrés et il faut déplacer les parties qui sont stockées de façon extrêmement, durant une période extrêmement courte. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de très simple. On a mobilisé tout le personnel qui était capable de vacciner, mais il n'y avait pas que les médecins. Depuis longtemps, on n'utilise pas que les médecins pour faire les opérations courantes de médecine en Israël. Il y a toutes sortes d'infirmiers, d'infirmières, de sages-femmes, il y a les infirmiers militaires, il y a aussi les gens à la retraite. Nous sommes arrivés à mobiliser un monde fou, et nous avons demandé à la population d'arriver en masse, suivant une organisation qui est celle des assurances de santé, c'est-à-dire, on a en Israël 4 sociétés qui fournissent l'assurance de santé, qui sont des sociétés en concurrence, privées, mais sous contrôle de l'État. Et on est arrivé à vacciner très rapidement les gens, ce qui fait que probablement, sous 2 à 3 mois, nous serons sortis de la pandémie. Je tiens à dire ceci parce que je n'ai pas le sentiment, en écoutant comment se fait la vaccination en France, que les autorités françaises se sont rendues compte à quel point il faut faire vite, vite, vite pour éviter les décès, les complications et la poursuite surtout de l'effondrement de l'économie et du monde social, parce que tous ces confinements ont des coûts considérables, y compris sur le point de vue de santé. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont été traumatisés par le problème du confinement. Maintenant, je voudrais essayer de penser à l'espoir, c'est-à-dire comment sortir de ce qu'on a. Écoutez, il y a des choses qu'on a apprises durant cette maladie. Par exemple, qu'il faut avoir des lits supplémentaires, il faut avoir des équipements supplémentaires, du personnel supplémentaire, il faut les former. Et par exemple, nous, dans nos hôpitaux, nous avons des salles pour ce genre de situation où quasiment fonctionnent que des robots. C'est-à-dire qu'il y a du personnel spécialisé qui ne s'occupe pas du problème, par exemple, du coronavirus, mais pour éviter qu'il soit touché, on utilise des robots et des équipements extrêmement perfectionnés. Ce genre de choses, il faut le développer partout. Mais il va se passer quelque chose dans lequel le monde va être construit différemment de ce qu'il a été avant. Et il faut être prêt à cela. Par exemple, la Chine, qui probablement était l'origine de cette maladie, qui était à 16% de la production mondiale, va passer à 18% et elle commence à se sentir suffisamment forte suite à la faiblesse des autres pays pour envoyer des vaisseaux de guerre à Taïwan et pour constituer une coalition avec l'Iran et avec la Russie contre les États-Unis.
Autre chose importante, c'est qu'il va y avoir une alliance extraordinaire entre Israël et les États arabes unis, parce qu'il va y avoir un développement dans lequel le financement que les États arabes unis peuvent donner va être vraiment quelque chose de facile. Nous avons énormément de projets pour développer le pays et ça va être une sorte de coalition qui entraînera des conséquences considérables. Par exemple, une des conséquences, c'est que ça va changer la relation en Israël entre les Arabes et le reste de la population. Tandis qu'ils voient ce qui se passe avec les Arabes, les Arabes unis, commencent à devenir en quantité non négligeable et commencent à constituer énormément d'affaires ensemble. Troisièmement, les pays qui sortiront du coronavirus sortiront à des périodes différentes. Par exemple, nous allons sortir probablement en juin, complètement, les Émirats à peu près en juillet-août, les États-Unis et le Royaume-Uni à peu près par la fin de l'année, mais si je prends l'Europe et la France, ça risque de prendre encore jusqu'à la fin 2022, au rythme où les vaccinations se font. C'est évident que les échanges économiques vont se faire différemment parce qu'ils vont se faire d'abord avec les pays qui sont sortis de la pandémie. Par exemple, nous allons ouvrir notre pays au tourisme dans 1 mois ou dans 2 mois. Bien entendu, vont venir essentiellement des gens qui seront soit vaccinés, soit qui auront fait des tests, mais ça va développer le tourisme en Israël avant les autres. Donc, c'est une possibilité de développement du pays avant les autres. Et il s'est passé des choses d'autres extrêmement intéressantes, et je vais vous en parler, c'est que durant la période des pandémies, et il faut vous dire que nous étions absolument opposés aux pandémies en Israël. Ça a été imposé par les autorités. Et ils ont un mal de chien à l'imposer. Eh bien, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui sont capables d'innovation se sont mis à travailler là-dessus et nous avons eu un développement des innovations qui ont permis un développement de ce type d'activité considérable. Ça va sûrement développer le pays, permettre de reconstituer le pays plus vite. L'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été paupérisés. Nous allons avoir beaucoup de SDF, beaucoup de restos du cœur, et nous allons avoir aussi, et nous avons eu une année dans laquelle les écoliers et les étudiants n'ont pas pu travailler sérieusement. Il faut maintenant penser à reconstituer l'avenir dès maintenant et tout ce qui peut être fait en innovant dans ce sens-là est bien. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à des questions. Alors Norbert, je peut-être te donner la parole parce que tu avais commencé à t'exprimer, que tu es le co-auteur avec Ezra Banoun du livre. Alors, le titre, c'est le défi climatique. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de climat dans les propos d'Ezra. Est-ce que tu peux les Je n'entends compléter pas ce que tu dis, Paul. Si, normalement, tu dois l'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Norbert, Oui, tu oui, m'entends? moi j'entends très bien. Alors, si tu peux prendre la parole et répondre à cette question déjà à propos de ce défi climatique qui est votre livre, hein, tu es le co-auteur, hein, je le rappelle pour ceux qui sont connectés. Tu as la parole, si tu veux, Eh Norbert. bien, l'approche que Ezra vient de décrire pour comment aborder la crise du coronavirus a été la même que celle qui a été appliquée pour la crise climatique. C'est d'abord l'innovation pour rechercher les solutions. Et on regarde quel est le problème le plus grave. Bon, dans le cas du Covid, c'est évident, ce sont les morts. Et à partir de là, on cherche et on développe des solutions. Je n'entends rien. Mais nous, on t'entend parfaitement. Je sais pas, vraiment, Vas-y, poursuis, Norbert. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui,
je vais vous donner un exemple, c'est celui de la pollution par les plastiques qui envahit les mers et qui est une véritable catastrophe. Tout le monde sait très bien qu'on ne va pas remplacer du jour au lendemain cette solution qui est une solution d'emballage nécessaire, saine, mais dont les résultats derrière sont catastrophiques parce qu'on n'a pas pensé à la suite. En Israël, on a développé déjà une dizaine de plastiques différents qui répondent à ce problème, qui sont des plastiques biodégradables ou qui sont entièrement recyclables et sans difficulté. C'est par cette manière-là que l'on va résoudre le problème. Après, on va avoir le temps de nettoyer les océans. Mais si on commence par nettoyer les océans sans avoir de solution pour remplacer ces plastiques qui sont polluants, on n'arrivera à rien. Dans toutes ces solutions, il faut aussi tenir compte de l'impact économique et de la manière dont cela va jouer. Et on constate que lorsque l'on va vers les solutions, on aboutit et vers l'innovation pour ces solutions, on arrive à des situations où le développement est tout à fait non seulement faisable, mais beaucoup plus important que si on reste dans une économie traditionnelle. Et c'est ça la partie importante qui fait le lien, c'est celle de l'approche scientifique et de l'approche morale qui l'accompagne. J'ai une question d'un connecté d'Afrique et ça rejoint peut-être ton propos, Norbert. Ça concerne Madagascar et le Cameroun qui ont fait leurs preuves avec des solutions sorties de la médecine conventionnelle. Est-ce que c'est un peu ce que tu évoques? Ça fait partie de la question, oui, tout à fait. Les solutions qui sont développées à partir des médecines traditionnelles sont tout à fait efficaces, sont testées après selon les mêmes procédures que les médicaments peuvent être testés et démontrent qu'elles sont utiles. Si elles ne le démontrent pas, à ce moment-là, on laisse tomber et on passe à autre chose. Aujourd'hui, le développement qui se fait, par exemple, en Afrique de l'Ouest avec le moringa, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le moringa, c'est une graine que l'on trouve au Sénégal en particulier. Enfin, moi, c'est par ce biais-là que je la connais, par des amis qui travaillaient au Sénégal, qui l'ont découvert. Et c'est vraiment la panacée sur beaucoup de choses, beaucoup de situations. Aujourd'hui, la culture du moringa ainsi que sa distribution derrière est industrialisée de la manière la plus efficace possible et la plus développée possible. Et c'est une source de développement pour ces pays africains. Est-ce que le choix du vaccin est déterminant? C'est une question qui est posée par Daniel Zana. Est-ce que le choix du vaccin est déterminant pour l'immunité collective? À ma connaissance, non. À ma connaissance, l'important, c'est d'abord d'être vacciné. Alors, les choix qui ont été faits par des entreprises en fonction de leur perception de ce qui allait aller le plus vite. Et c'est comme ça, et aussi par les compétences qu'ils avaient dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces deux approches. On sait aujourd'hui que pour l'avenir, parce qu'on est capable, par la méthode de production de vaccins à base d'ARN messager, on va aller vers le développement plus important de cette solution-là pour l'avenir. C'est aussi une approche à la fois technique et industrielle qui s'applique à des tas d'autres maladies. Aujourd'hui, on commence à travailler beaucoup sur l'utilisation de cette méthode du vaccin à base d'ARN messager pour traiter certains types de cancers, pour traiter beaucoup d'autres maladies également de cette manière-là. Je voudrais ajouter, si possible, deux remarques à ce qu'a dit Norbert. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bon, le moringa a l'avantage d'être une nourriture extrêmement équilibrée.
Et nous avons constitué une organisation, disons, de représentants de 14 pays sous la responsabilité d'un professeur de Côte d'Ivoire pour généraliser la culture du moringa et pour pouvoir le diffuser, en particulier aux populations les plus vulnérables par le changement climatique. La deuxième remarque est celle-ci. Tous les vaccins sont efficaces. Toutes les remarques qui sont faites parce qu'on veut brutalement faire remarquer quelque chose et on arrête l'utilisation de tel ou tel vaccin sont dangereuses. Tous les vaccins sont efficaces. Il faut simplement vacciner de façon organisée et en utilisant les caractéristiques du vaccin. Par exemple, pour le Pfizer, il faut avoir des équipements qui peuvent garder les vaccins à moins 80 degrés. Mais si on veut utiliser l'AstraZeneca ou le Johnson Johnson, ce n'est pas indispensable. Mais il faut vacciner, vacciner, vacciner. Et moi, je ne comprends pas, je vous dis ça comme un Israélien, qu'on fasse quelque chose qui fasse que on demande aux gens s'ils veulent être vaccinés, on leur laisse 4 jours pour réfléchir, on leur demande de revenir au bout de 4 jours, et à ce moment-là, seulement les médecins peuvent les vacciner. Ce n'est pas une vitesse qui permet de répondre au problème. Vous allez vous retrouver en France avec le problème de la pandémie jusqu'à fin 2022. Est-ce que la perspective de juin 2021, c'est une question qui est posée, de la sortie totale de la crise pour Israël est d'ores et déjà acquise? À mon avis, aujourd'hui déjà, le nombre de personnes, vous savez, on ne va plus avec des masques à l'extérieur. Tous les magasins sont ouverts, tous les centres commerciaux sont ouverts. La seule question, c'est qu'il faut arriver soit avec quelque chose qui certifie que vous avez été vacciné ou quelque chose qui certifie que vous avez été testé et que le test est un test qui permet de vous laisser rentrer. Il y a des tests qui se font immédiatement d'ailleurs. Hein. C'est une chose que tout le monde ne savent pas, mais on peut le faire dans les 20 minutes qui suivent. Et on l'utilise par exemple aujourd'hui dans les aéroports israéliens. Eh bien, la perspective de sortir en 21, elle est quasiment sûre. Ça peut être en juin, ça peut être en mai, ça peut être le 15 juillet. Pourquoi est-ce qu'on est tellement sûr de nous? Parce qu'il y a eu des essais. Vous savez, il y a à peu près 9 millions d'habitants en Israël. Étant donné que nous avons beaucoup de jeunes, près de 30% sont des jeunes de moins de 16 ans. Et d'un autre côté, nous avons une partie aussi de l'ordre de 900 000 personnes qui encore ne sont pas fait vacciner pour toutes sortes de raisons. Eh bien, aujourd'hui, ont été faits des essais par Pfizer qui montrent qu'il n'y a aucun problème pour vacciner les jeunes de 12 à 16 ans. Au moment où nous recevrons l'accord de la FDA pour le faire, nous allons vacciner les jeunes de 12 ans à peu près dans un mois. Mais à ce moment-là, nous allons arriver à l'ordre de 65 à 70% de la population qui sera vaccinée. Ce n'est pas suffisant pour arriver à une situation disons, dans laquelle il y a, sur le plan collectif, l'immunité. Mais on est très, très proche de l'immunité. Et c'est quelque chose qui va arriver très vite. Ezra ou Norbert d'ailleurs, sur le moringa, je crois que c'est comme ça qu'on doit dire, j'avoue que je ne connaissais pas cette… C'est moringa. Moringa. Est-ce qu'il y a des organisations qui exploitent cette graine à des fins justement de lutter contre l'épidémie? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on en a pris conscience? Écoutez, actuellement, les problèmes les conséquences les plus graves du changement climatique ont été dans les pays sous-développés, et en particulier en Afrique. Et la conséquence la plus grave, c'est le risque de famine au niveau de toutes les populations vulnérables, en particulier celles qui habitent près du Sahel. Eh bien, c'est quelque chose dans lequel ceux qui développent le moringa sont des Africains qui travaillent en sous-marin. Ce n'est pas
des autorités internationales. Malheureusement, les autorités internationales qui s'occupent de la faim ne s'intéressent pas beaucoup au problème de la famine en Afrique, d'après mon expérience. Ce n'est même pas des autorités locales de pays concernés, ce sont toutes sortes de gens, et en particulier les anciens étudiants, il y en a à peu près 200 de mes cours, se sont mis d'accord pour organiser la chose en sous-marin. Mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça s'est développé à toute vitesse. Comme dit un des remarques, personne n'a fait des remarques, ça existe déjà dans 14 pays, dont le Tchad. Il y a une petite recommandation de Magali Attal, c'est attention de ne pas crier pour Israël, hein, évidemment, victoire trop tôt, il faut rester prudent. Voilà, c'est un message qui arrive. On me signale également que le moringa est exploité, également cultivé en tous les cas au Tchad. Oui, mais il n'est pas cultivé au Tchad pour les Tchadiens. Ah. C'est une grande différence, vous savez. D'accord. Mais vous savez, il y a un problème à propos de l'autre problème que vous avez soulevé. Je suis loin d'être un admirateur des autorités israéliennes, de la façon dans laquelle ils ont traité le problème. Ils ont traité le problème de façon agressive. Ils ont détruit notre activité, en particulier la partie la plus saine de notre économie, celle qui est fondée sur l'entrepreneuriat. Mais ceci étant dit, la population israélienne et surtout le système sanitaire israélien avec tous ces hôpitaux très spéciaux, ces robots, ces recherches permanentes au niveau des médications et la façon dont les médecins, d'ailleurs juifs et arabes, le tiers du système médical israélien, travaillent pour éviter le moins de décès, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de similaire dans le monde. Et si c'est gênant pour certains qu'on le dise, eh bien tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a une question qui arrive d'un connecté. Est-ce qu'Israël va partager son expérience, évidemment, après cette vaccination massive? Est-ce que le partage sera organisé avec le reste de la planète, en fait? En fait, si vous voulez, il y a deux problèmes qui sont différents. Il y a un problème qui est l'achat des vaccins. L'achat des vaccins coûte de l'argent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être, qui font plutôt une sorte de, disons, de fausses politiques qui disent qu'il faudrait donner les vaccins gratuitement à tout le monde. Mais à partir du moment où on donne les vaccins gratuitement à tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de vaccins. Parce que ceux qui ont créé ces vaccins ont travaillé. Ils ont droit à avoir. Au passage, Israël travaille avec des vaccins dont un d'entre eux il va être possible de le prendre en pilule. Et ils vont sortir dans pas trop longtemps. Il s'appelle comment? Maintenant, comment? Ce vaccin, cette pilule s'appelle comment? Nous avons deux vaccins qui ne sont pas très loin de sortir. Un d'entre eux ne sera pas par l'injection, il sera par le fait de prendre des pilules. Parce que nous ne voulons pas avoir à acheter indéfiniment des vaccins chez Pfizer, ils sont très chers. Et ça oblige à utiliser des installations de congélation, de température très très faible, et ça coûte très cher. Nous voulons pouvoir faire des vaccinations avec nos propres vaccins. Nous n'avons pas arrêté, je pense par exemple aux recherches qui ont été faites à l'Institut Pasteur à une période donnée, maintenant elles ont reprise. Nous n'avons jamais arrêté de développer nos propres vaccins. Une question est posée là. Je réponds à la question que vous avez posée. Juste une seconde. Par contre, nous avons actuellement, par exemple, nous utilisons nos connaissances au point de vue agricole. Parmi les personnes qui sont présentes, il y a M. Fabio Mussi, qui travaille beaucoup au Cameroun. Nous utilisons nos connaissances agricoles aussi au niveau de tous les pays subsahariens, 14 pays, et ceci se fait sans problème. Le problème, c'est qu'on peut les aider à s'organiser pour faire une vaccination rapide. Ça, c'est vrai. Norbert, tu voulais rajouter un mot? Oui, je voulais rajouter un mot sur le partage avec le reste du monde.
En fait, ça, c'est la philosophie d'Israël depuis sa création. Euh, Tous les travaux de recherche sont partagés et partagés de manière très efficace grâce à une agence gouvernementale qui s'appelle Machav, qui est l'équivalent de l'Agence française de développement, qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui est là pour diffuser cette connaissance dans le reste du monde. Mais dans le domaine agricole, par exemple, c'est tous les jours qu'il y a des Gazaouis, des Arabes de l'enclave, donc gouvernés par le Hamas, qui viennent en Israël se faire former sur les nouvelles technologies et les nouvelles techniques en agriculture durable, de manière à pouvoir se développer. Et cette mise à disposition n'est pas la recherche de la protection par des brevets n'est pas la première des choses. La première des choses, c'est d'avoir des solutions efficaces et à partir de là, les proposer au reste du monde très largement. Il y a une demande qui a été envoyée par une dame qui s'appelle Magali Attal, si je ne me trompe pas, qui dit, oui, mais pourquoi on ne peut pas se faire vacciner parce qu'il y a des risques. Je voudrais dire à Magali Attal que je ne sais pas qui a voulu lancer sur les réseaux sociaux toutes sortes de fake news concernant les risques. Premièrement, tous les médicaments ont des risques, c'est vrai, mais s'ils ont été approuvés par les autorités qui sont des autorités sérieuses comme le FDA, eh bien, le fait de prendre le médicament par rapport au risque qu'on a en prenant le médicament est beaucoup moins que celui qu'on a à avoir le problème. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de figure où ce n'est pas la peine de prendre le médicament. Le vaccin, par exemple, il est interdit, tant qu'on n'a pas fini les essais de les faire prendre aux enfants. Et par exemple aussi, il y a des sortes d'allergies qui ne sont pas favorables à la prise du vaccin. Mais en dehors de ça, quand on dit qu'il faut se vacciner, c'est vrai. Mais pas seulement c'est vrai, mais celui qui ne se fait pas vacciner met en cause le reste de la population. Parce que ça va faire traîner la pandémie jusqu'à la fin des temps. Il n'y a aucune raison que la pandémie s'arrête sans le vaccin. Absolument aucune. Ezra, ou Norbert d'ailleurs, il y a une question du docteur Dabir que tu dois lire, qui n'a pas bien compris la relation entre le vaccin et le moringa. Peut-être revenir là-dessus rapidement, évidemment. Je n'ai pas compris ce que tu dis. La relation entre le vaccin et le moringa. C'est écrit sur le chat, docteur Dabir. Le moringa a été fait et se développe pour pouvoir faire face à leur famine dans le cadre des conséquences du défi climatique. Nous avons en permanence fait. Maintenant, le problème du vaccin, disons de la pandémie, ne crée pas la famine, elle crée la mort, la maladie. Et si vous voulez, c'était autre chose, ça ne correspond pas au moringa. Il a parlé de moringa simplement pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits pour faire face à des conséquences. Le parallèle qui a été fait est uniquement dans la méthodologie qui est mise en œuvre et qui est développée dans tout Israël. C'était uniquement là-dessus. Ce n'est pas qu'il y a un parallèle sur le plan du traitement de la pandémie ou quoi que ce soit. Le moringa ne s'applique pas dans ce cas-là. D'accord, c'est juste presque un parallèle qui est établi. Un parallèle qui a été fait. Et il y a une question intéressante, est-ce qu'il y a des effets secondaires au vaccin en Israël, maintenant avec le recul de millions de personnes? Est-ce qu'il y a des effets secondaires graves? Ce qui se passe actuellement, c'est que le nombre de personnes qui sont trouvées, contaminées par le coronavirus, avec des essais relativement importants, ça peut être des dizaines de milliers de gens, est en dessous de 100. Et ce qui est plus important, c'est que quasiment tous ne sont pas arrivés à des cas graves, dans lesquels ils étaient obligés, par exemple, d'avoir des problèmes de respiration difficiles ou d'avoir des décès. Nous avons un nombre de décès quasiment qui n'augmente pas.
Le monte un peu. Le monte un peu, mais vraiment quasiment rien. D'accord? Maintenant, ceci étant dit, les vaccins sont faits par des gens très compétents. Par exemple, nous avons prévu ce problème. Nous avons, par exemple, toutes nos infirmières, tous nos infirmiers font une année de plus d'études. Toutes les sages-femmes, pareil, pour être capables de pouvoir faire face à des problèmes d'attaque. Parce que nous pensons que ceux qui nous menacent de nous attaquer sont sérieux. Et on ne comprend pas du tout une recherche, disons, de compromis avec eux. Il faut à tout prix faire face et essayer de trouver des solutions pour éviter les conséquences de ce qu'ils veulent nous faire. Il y a une autre question qui est arrivée concernant la population vulnérable et souvent analphabète. Hein, c'est Boucard qui pose cette question, mais là, je ne pense pas qu'il y ait de solution. Comment atteindre et vacciner cette population? Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la réponse. C'est aux États aussi de se prendre en main sur ce plan-là, sans doute. J'imagine, hein, je ne sais pas, Non, c'est Norbert. tout à fait ça. C'est aux États de se prendre en main. Boucard est un ancien ministre du Tchad, de l'énergie. C'est un ami à moi et il a écrit un livre extrêmement intéressant disant que si jamais les Africains ne développent pas l'agriculture pour, disons, de subsistance pour répondre aux besoins de leur population, ils risquent la famine en 2050. Et donc, il a fait des efforts énormes pour pouvoir aider les Africains à utiliser des méthodes agricoles, disons, plus efficaces. Là, j'essaye de l'aider au maximum, mais aussi pour développer le problème de l'énergie, puisque à peu près 50% des pays africains n'ont pas de réseau électrique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui vit sans raccordement électrique. Et ce que veut faire Michel Boucard, c'est développer le solaire de façon massive en Afrique. L'ennui, c'est que suite à la pandémie, les sociétés qui font ça en Israël et qui seraient intéressées à créer des liens avec des entreprises locales ne travaillent pas à l'étranger pour l'instant. Norbert, peut-être rappeler le titre de votre ouvrage avec Ezra. Le défi climatique, point d'interrogation, catastrophe ou opportunité? L'éditeur? Les éditions de Passy. Bon, en français, évidemment. Non, il n'est pas, mais bon. Oui, bah, ça aurait pu, hein, ça aurait pu, pourquoi pas. On serait ravis. Avant d'oublier, je voulais remercier les loges qui ont participé à cette conférence, hein, ne pas les oublier. Bouleversé par l'aspect technique, hein, de la conférence, j'ai oublié de le faire au début, je ne voudrais pas manquer de le faire et de se quitter sans le dire. Les loges Ben Gourion, évidemment, Léon Blum, Judaïsme pluriel, Ben Yehuda, Léon Poliakov, Deauville, Jérusalem. Alors, ce sont des loges en France et Robert Gamzon à Jérusalem. Merci. Voilà, Et Daniel Pearl. Daniel Pearl n'était pas. Nice Côte d'Azur. Il y a Nice le Côte cœur y est d'Azur. sans doute. Nice Côte d'Azur que j'ai oublié. Voilà. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être on peut rester encore à ce moment-là. Ouvrez votre micro, posez-la. On a parlé beaucoup de Covid, mais on n'a pas parlé beaucoup de l'hydroxychloroquine, pas trop. Et j'aurais voulu savoir, moi j'ai lu que dans l'hydroxychloroquine, dans les pays où il y avait le paludisme, finalement, et qu'on utilisait l'hydroxychloroquine, le Covid n'avait pas eu d'impact important. Est-ce que c'est vrai? Ce que je peux vous dire, madame, c'est que parmi les produits, les médicaments qui ont été utilisés pour des cas de personnes dans un état désespéré et qui ont eu du succès en Israël, certains étaient des médicaments qui avaient été conçus pour le paludisme. D'un autre côté, je veux dire autre chose, mon épouse a été à un moment donné malade du cancer et elle a eu, du fait que le cancer, son traitement entraîne que les capacités immunitaires d'un individu se perdent, elle a eu une maladie extrêmement grave, très peu connue,
Et cette maladie, personne ne savait comment la traiter. Et à ce moment, ce qu'ont fait les médecins de l'hôpital dans lequel elle était, c'est qu'ils ont cherché dans toutes les annales du monde qu'est-ce qui se passait, et ils ont trouvé que justement des maladies qui étaient destinées à lutter contre le paludisme étaient très efficaces. Et donc ils l'ont essayé, et mon épouse est vivante et en bonne santé. Donc je tiens à vous dire, c'est toujours la même période, la même idée. On ne renonce pas à chercher des solutions, quitte à utiliser des solutions qui ne sont pas a priori destinées au problème. Magali Attal, vous avez ouvert votre micro, vous voulez prendre la parole peut-être, dire quelque chose? Magali Attal, si vous m'entendez. Non, mais écoutez, moi je remercie d'avoir été invité. C'est Charles Bacouche qui m'a transmis cette invitation, donc je le remercie beaucoup. Ça m'intéresse. Les conférences qui sont organisées par le Mébride sont toujours très très intéressantes. D'ailleurs, à la Varenne, avant le Covid, il y avait parfois la loge du Mébride qui organisait pour la communauté. Voilà, c'est très intéressant. Et puis, en même temps, ce qui est quand même un peu embêtant, moi, par rapport à tout ce qui se passe en Israël, bon, tant mieux pour eux s'ils s'en sortent plus vite que les autres, etc. Mais par contre, je trouve qu'en tant que juif, on est un petit peu mis à l'écart si on ne suit pas leur modèle, précisément. Donc ça, j'ai reçu la liste par l'agent juif de toutes les conditions nécessaires pour pouvoir entrer en Israël lorsque nous sommes français, juifs et français. Et là, franchement, c'était désespérant, quoi. J'y retournerai dans 20 ans. Non, écoutez, j'ai une chose à vous dire, Magali. Attendez 3 mois et vous pourrez rentrer. Vacciné. Hein? Vacciné, n'oubliez pas. D'abord, nous aurons, j'espère, un autre gouvernement. Oui, mais alors, tout en étant vacciné, vous savez qu'on peut porter le virus. Oui, bien sûr. Faites attention quand même. C'est le genre de choses, s'il vous plaît, qui existe pour 1/1000000 de personnes et dont il faut pas parler. Parce que celui qui n'est pas vacciné peut porter le virus de façon beaucoup plus grave. Oui, mais alors là, en Israël, ils enlèvent les masques alors qu'ils enlèvent déjà les masques et tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu rapide quand même, votre façon de faire. Hein. Mais écoutez, il n'y a quasiment personne qui... Vous savez, nous avons eu, par exemple, la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, toutes les familles ont été réunies. Nous avons eu la fête de l'indépendance. Toutes les familles ont été réunies. Nous avons eu le jour du souvenir de la Shoah. Tout le monde était réuni, etc. Et vous savez, il n'y a quasiment pas eu de nouvelles contaminations. Exactement. Et ça veut dire que le vaccin protège. Une dernière question, Ezra et Norbert. Le défi climatique, catastrophe ou opportunité, quelle est la réponse? Je me doute un peu, mais votre réponse, c'est quoi? La réponse est un millier de solutions différentes, c'est ça. Il n'y a pas une solution, c'est évident. Et c'est ce que notre livre essaye de démontrer, c'est qu'il y a, de par le défi climatique, de par qui est parfois la catastrophe climatique dans certaines régions, des tas de systèmes qui sont nécessaires aux humains, qui sont perturbés et qui posent de graves problèmes de santé, d'économie, etc. derrière. Et c'est pour chacun de ces problèmes individuellement que l'on cherche des solutions et qu'on les trouve et qu'on les développe. L'emphase étant mise sur cette innovation à tous les niveaux dans la société israélienne. C'est vraiment ça qui est le point clé de conclusion peut-être, Ezra. Oui. Juste un mot, hein, Paul. Ta conclusion. Qui dit, et Fabien, je crois, c'est dans l'innovation qu'on cherche les solutions. C'est vrai, à la raison. On fait face aux problèmes et les problèmes peuvent être très, très différents. Et dans l'innovation, on trouve des solutions et on a toujours trouvé des solutions aux problèmes. Merci à toutes, merci à tous, merci Ezra et Norbert. Merci. Sauver un petit moment. Et merci à l'organisateur principal d'avoir bien géré les problèmes techniques. J'envoie l'enregistrement à Norbert et à Ezra pour ceux qui les connaissent évidemment et ainsi maintenant, à tous les présidents. Poser des questions m'écrivent
Voilà. Je répondrai avec plaisir. Absolument, et vous pouvez entendre et réentendre la conférence en la sollicitant auprès de votre contact, Charles Bacouche par exemple, ou d'autres. Voilà, président des loges, évidemment. Merci, Shavuot Tov. Merci. Merci. Bonne semaine. Merci. Bonsoir.